Au cours des dernières années, il est devenu évident que la Russie préparait quelque chose de grand, quelque chose qui va au-delà de son conflit avec l'Ukraine. Elle regarde maintenant le reste de l'Europe. Des rumeurs circulent selon lesquelles la Russie aurait passé la majeure partie de 2023 et 2024 à remettre en service une base militaire datant de l'époque soviétique, à seulement 160 km de la frontière finlandaise. Il s'agit d'un seul district de garnison à Petrozavodsk, en Carélie. Là-bas, la Russie rassemble ce qu'elle appelle le 44e corps d'armée. Il s'agit d'une formation qui, sur le papier, pourrait éventuellement accueillir jusqu'à 15 000 soldats contre environ 3 000 actuellement dans la région. Le diffuseur finlandais IL, en utilisant des images satellites et des analyses militaires finlandaises, a confirmé qu'une zone d'entraînement russe, inactive depuis le début des années 2000, est passée de forêts envahies par la végétation à un chantier de construction actif. De nouvelles installations sont en cours de construction, des véhicules sont garés à l'air libre, et l'infrastructure d'une base de rassemblement à long terme commence à prendre forme. Mais lorsque vous examinez de plus près les images satellites, que vous lisez l'ordre de bataille, et que vous suivez où ces unités ont réellement été déployées, cette reprise raconte une toute autre histoire. En réalité, la Russie essaie de créer un nouvel élément de posture destiné à servir de tactique d'intimidation contre l'OTAN. Certaines sources suggèrent qu'une guerre entre les deux forces pourrait être inévitable. Mais c'est une manœuvre qui, selon eux, s'est déjà retournée contre elle, créant une humiliation supplémentaire pour le président russe Vladimir Poutine. Alors, il est temps d'approfondir le sujet. L'action à Petrozavodsk n'est qu'une étape de la montée en puissance. En réalité, l'ampleur totale de la reconstruction concerne 3 autres sites, Kamenka, sur l'isthme de Carélie, Svoromovsk-Dodo et Olinia. Kamenka est le site le plus problématique pour les relations internationales, situé à seulement 64 km de la frontière finlandaise. Les images satellites montrent 130 tentes, pouvant accueillir jusqu'à 2000 soldats si elles sont entièrement occupées. Certains rapports ont également suggéré que la Russie est en train d'agrandir une brigade de fusiliers motorisés sur la base de Kamenka, où est stationnée la 138e brigade de fusiliers motorisés de la garde. Le média indépendant Meduza a également rapporté qu'une autre unité de la région, la 25e brigade de fusiliers motorisés près de Louga, pourrait être portée à près de 10 000 soldats, ce qui renforcerait potentiellement la préparation militaire globale de la zone. Severomorsk 2 est un ancien aérodrome inactif qui a été réaffecté avec des hélicoptères russes, soit de la série Mi-8, soit de la série Mi-17, et la base d'Olinia accueille des bombardiers stratégiques. Si cette dernière base vous semble familière, c'est parce que l'Ukraine l'a déjà ciblée auparavant, en juillet 2025 lors de la célèbre opération Toile d'araignée. Après qu'une douzaine de bombardiers Tupolev stationnés sur la base ont été ciblés par des drones, la Russie a redoublé d'efforts en utilisant certains de ses emplacements les plus au nord pour le stockage d'aéronefs, transportant davantage de bombardiers vers la base et tentant de la renforcer contre de futures attaques de drones. Tout cela fait vraisemblablement partie de l'effort plus large, rendu public début 2025 visant à moderniser l'infrastructure militaire de la Russie dans la région. Le gouverneur régional de Mourmansk, Andrei Chibis, a annoncé début 2024 que l'ensemble de la remise à niveau militaire coûterait à la Russie environ 42 milliards de roubles, soit environ 460 millions de dollars à l'époque. C'est une entreprise énorme, et un énorme fardeau budgétaire pour un pays déjà engagé dans une guerre active et qui, pourtant, semble en préparer une autre. Donc la question n'est pas de savoir si la Russie construit, c'est évident qu'elle le fait. La vraie question, c'est ce que cette construction signifie réellement et ce que la Finlande va faire à ce sujet. Mais pourquoi ce morceau de territoire en particulier est-il si important pour les deux pays ? Petrozavodsk est la capitale de la République de Carélie, sur la rive ouest du lac Anirga. À seulement 160 km de la frontière la plus proche, c'est suffisamment près de la Finlande pour avoir une importance stratégique. Pourtant, en même temps, c'est assez éloigné de l'Ukraine pour permettre à Moscou de prétendre qu'il construit vers l'avenir plutôt que de consolider le présent. L'importance réelle de la Carélie dans la géopolitique plus large entre la Russie et la Finlande ne fait que rendre cela plus suspect. La région est la seule voie terrestre fiable entre les deux pays. Elle fut le théâtre de la guerre russo-finlandaise durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique a envahi la Finlande sous prétexte de sécurité pour Saint-Pétersbourg. Mais plus largement encore, la région russe elle-même constitue, au sens figuré, une autoroute stratégique vitale entre les arsenaux d'armes nucléaires situés sur la péninsule de Kola, plus au nord.
Essentiellement, si la Russie veut continuer à utiliser le cercle arctique comme moyen de dissuasion naturelle pour protéger ses armes nucléaires, tout en les maintenant proches des frontières européennes, la Carélie constitue la seule ligne de défense en cas d'invasion terrestre hypothétique. Selon certaines analyses, des plans visant à créer et à déployer le 44e corps d'armée en Carélie ont commencé à circuler à la fin de l'année 2022. Les plans ont été officiellement établis en 2024 sous le district militaire de Leningrad et rattachés administrativement à la République de Carélie. Son ordre de bataille rapporté comprend une 72e division de fusiliers motorisés, avec plusieurs régiments de fusiliers motorisés, ainsi qu'une brigade de fusiliers motorisés distincte. Le Bloomsbury Intelligence and Security Institute, ou BISI, un groupe de réflexion britannique, a estimé que jusqu'à 80 000 soldats pourraient éventuellement être stationnés à la frontière de la Finlande. Ce chiffre, cependant, ne serait presque certainement pas atteignable avant la fin de la guerre en Ukraine, lorsque la Russie aura terminé ses prétendues réformes militaires. Mais la base réelle d'une présence militaire existe néanmoins. Les images satellites de la région ont également confirmé une présence aérienne significative au-delà des anciennes bases aériennes. L'ULE a identifié environ 80 Su-35 et Su-27, appartenant au 159e régiment d'aviation de chasse, à la base aérienne de Petrozavodsk-Bezovets. Une unité stationnée en permanence depuis des décennies, mais récemment remise en lumière par l'augmentation de l'activité militaire dans la région. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Les images ont également montré plusieurs hélicoptères d'attaque Mi-24 Hind sur l'aérodrome, une plateforme datant de l'époque soviétique plutôt qu'un nouveau système. Hull rapporte aussi environ 10 stations radar à la garnison, reflétant la volonté russe de renforcer la surveillance aérienne sur la nouvelle frontière est et nord de l'OTAN. Cela s'inscrit également dans le contexte plus large mentionné précédemment, où la Carélie constitue un avant-poste vital pour empêcher l'Europe d'accéder à la péninsule de Kola. À présent, un deuxième projet est en cours dans la région de Mourmansk, où la Russie a installé une nouvelle brigade d'artillerie en juin 2025 pour soutenir les formations le long de l'axe de Kola, encore une fois à moins de 100 miles de la Finlande. Pris ensemble, ces deux projets esquissent une posture russe à plus long terme, où l'objectif est de décourager la présence de l'OTAN dans la région sous prétexte de défense nucléaire. Comme vous le savez, la Russie a souvent changé sa politique de défense nucléaire, rendant difficile d'identifier quels événements ou attaques sont pour elle une menace justifiant une riposte nucléaire généralisée. À ce rythme, on peut affirmer que les armes nucléaires russes sont l'une des principales raisons du recul de l'Occident face à une confrontation avec la Russie. Si le Kremlin estime que son arsenal nucléaire à Kola est raisonnablement menacé, il pourrait lancer une frappe préventive qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour le monde entier. Voilà donc pour la partie défensive du renforcement en Carélie. Mais qu'en est-il des aspects offensifs ? Un problème majeur concerne la présence du personnel dans les stations des nouveaux complexes reconstruits. Les unités associées au 44e corps d'armée ne sont pas stationnées en Carélie en attente d'être déployées. Elles ont déjà été envoyées en Ukraine. En mai 2024, les membres de cette unité étaient impliqués dans l'offensive nord de la Russie en Ukraine. Plus tard, des rapports ont localisé ce même corps près de l'axe de Koursk.
Et à la fin de 2024, il a été confirmé que des unités liées au 44e corps d'armée étaient impliquées dans les combats autour de Vovchansk lors de la vaste opération nord de la Russie. Donc, on peut dire sans risque que, au lieu des défenses caréliennes proposées, qui sur le papier auraient servi de moyen de dissuasion stratégique, la Russie a créé un bataillon à moitié formé qui, en réalité, a été immédiatement envoyé dans la même guerre d'usure et d'attrition qui a déjà coûté à la Russie plus d'1 million de pertes, selon la plupart des estimations crédibles. Ce que la Russie construit ou essaie de construire à Petrozavodsk en ce moment, c'est bien plus qu'un simple quartier général prêt au combat rempli de soldats reposés. C'est essentiellement l'échafaudage d'une force qui n'existe pas encore complètement. Même si les fondations sont peut-être là, l'argent nécessaire est investi dans un projet qui pourrait ne jamais voir le jour, car les soldats qui devraient l'occuper pourraient disparaître dans les prochains mois sans personne pour les remplacer. La Russie détient aussi plusieurs milliers de blindés, camions et systèmes d'artillerie soviétiques stockés dans la région. Cela paraît impressionnant, mais il faut se rappeler ce que signifie le stockage en Russie. Une partie est récupérable, mais beaucoup ont été cannibalisés pour des pièces. Rappelez-vous, la Russie consomme chaque mois en Ukraine l'équivalent de centaines de chars en équipement et en pièces détachées, mais elle a des capacités limitées pour fabriquer de nouveaux T-90 et moderniser les anciens chars. Les calculs pour un stationnement longue durée ne tiennent pas la route. Maintenant, si vous voulez rester informé sur la capacité militaire de la Russie et sur la façon dont elle résiste à la pression de la guerre en Ukraine, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show. Nous couvrons le rythme de la guerre et comment la Russie perd lentement des ressources vitales, que ce soit en effectifs, chars, forces aériennes ou en renseignements et stratégie. De retour en Carélie, un autre problème du plan de garnison russe demeure. Disposer de troupes suffisantes pour occuper l'installation. Construire les stations et l'infrastructure en elle-même est sans doute la partie la plus facile. Même fournir suffisamment de chars et d'avions pour assurer une couverture notable est une tâche relativement simple. Mais maintenir les forces de combat significatives proposées, qui pourraient compter de 10 000 à 80 000 voire 100 000 hommes, est une toute autre affaire. Il faut se rappeler que tout cet équipement et ces soldats doivent être approvisionnés en permanence, d'autant plus que la Carélie est une région relativement stérile du pays, seulement faiblement reliée aux grands centres de population, d'industrie et d'agriculture. Le flux de carburant et le trafic ferroviaire s'éloignent activement de cette partie du pays. Les chemins de fer russes ont été réorientés vers l'approvisionnement de l'effort de guerre réel depuis 4 ans. Construire et approvisionner une autre installation. Le régiment va exercer une pression supplémentaire sur des systèmes déjà sous tension. Ensuite, il y a la question de l'entretien à long terme. En plus de l'entretien habituel, la Carélie a un climat subarctique. Les pannes sont plus fréquentes par temps froid et la marge d'erreur est bien moindre. Pendant le long et brutal hiver, la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus rigide et difficile à adapter à des développements inattendus, comme la possibilité d'un véritable conflit entre l'OTAN et la Russie. L'attitude de la Russie ressemble moins à une stratégie qu'à un défi difficile à soutenir. La Finlande ne fait pas qu'observer ce que la Russie construit de l'autre côté de la frontière. Elle y répond de manière systématique, et d'une façon bien plus difficile à ignorer qu'un simple communiqué de presse. Commençons par la clôture. La Finlande est en train de construire une clôture de 200 km le long de sa frontière avec la Russie. Bien que cela ne représente qu'une petite partie des 1300 km de frontière entre les deux pays, l'ensemble de la construction devrait être achevé d'ici la fin de 2026. La clôture fait environ 4,5 mètres, avec des rampes métalliques, 1 mètre de fil barbelé, des caméras, capteurs, haut-parleurs et lumières. Les gardes-frontières finlandais précisent que la clôture aura des caméras de surveillance tous les 18 mètres, une partie allant même sous terre. Évidemment, une clôture équipée de caméras et de fils de fer ne suffira pas à stopper une invasion de chars et autres blindés lourds. C'est un signe clair que la Finlande renforce la surveillance de sa frontière et met en place des systèmes d'alerte précoces pour les incursions civiles et militaires. Ensuite, il y a les mines terrestres. C'est le signal le plus direct de la Finlande à la Russie depuis des années. En avril 2025, la Finlande a annoncé son retrait de la Convention d'Ottawa, interdisant les mines antipersonnelles, invoquant le danger à long terme que représente la Russie pour toute l'Europe comme raison principale. La Finlande a officiellement présenté la proposition de retrait en juillet 2025, le retrait effectif commençant en janvier 2021. Le ministre de la Défense finlandais a déclaré que la décision était fondée sur les leçons tirées directement des tactiques russes en Ukraine, où les opérations d'infanterie à grande échelle ont fait des mines antipersonnelles un outil défensif central.
La Finlande, après avoir détruit plus d'1 million de mines terrestres, en rejoignant la Convention d'Ottawa en 2012, a finalement annulé cette décision. Elle n'était pas la seule. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris la même décision. En fait, l'ensemble du flanc et de l'OTAN a collectivement décidé que le traité ne correspondait plus à l'environnement de menace. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapport concret indiquant que la Finlande a posé des champs de mines, la simple possibilité qu'ils soient installés le long de la frontière devrait inciter la Russie à réfléchir à 2 fois avant de dépasser les limites. La Finlande ouvre aussi un centre régional de commandement des forces terrestres à Mikkeli, à 145 km de la frontière russe, avec un effectif initial d'environ 10 officiers, qui devrait à terme atteindre 50. Il est censé fonctionner sous le commandement de Norfolk de l'OTAN, pour coordonner les forces terrestres alliées à travers l'Europe du Nord. Le quartier général donne à l'Alliance un point permanent de planification et de coordination sur le territoire finlandais, ce qui est différent des exercices et des accords. Cela signifie que l'OTAN peut effectuer une planification conjointe, une logistique et une intégration du commandement en temps de paix, de sorte qu'en cas de crise, ces relations existent déjà. La brigade conjointe formée avec la Suède en septembre 2024 renforce également le volet défense terrestre. La formation repose sur la brigade mécanisée de Norrbotten en Suède, entraînée pour le combat en conditions hivernales difficiles, composée de 5 bataillons et d'unités de soutien. Les obusiers suédois, archers de 155 mm ont été déployés en Laponie, donnant à la brigade la capacité d'atteindre des cibles à plus de 48 km, avec des tirs de précision, et de se repositionner en moins d'1 minute. De 5000 à 7000 soldats finlandais supplémentaires seront stationnés en permanence aux côtés de la brigade. Avec cela, la force combinée en Laponie correspond à peu près au nombre d'unités russes actuellement déployées dans la direction nord. La Finlande a aussi validé une liaison ferroviaire de l'OTAN via la Suède jusqu'au port arctique norvégien de Narvik. La liaison ferroviaire accélérera le déploiement des troupes et du matériel, tout en diminuant la dépendance de la Finlande aux rails à écartement russe. En cas de crise, les renforts alliés venus de Scandinavie pourront rejoindre la Laponie finlandaise par rail, sans attendre un transport aérien ou un trajet routier dans un terrain difficile. Et en décembre 2025, la Finlande a accueilli le tout premier sommet du flanc Est, à Helsinki, réunissant les dirigeants de 8 pays de l'UE, situés à la frontière orientale de l'Union. Cette réunion a demandé un soutien de l'UE pour renforcer des capacités de défense unies et crédibles le long de la frontière russe, du nord au sud. La Finlande organise activement une réponse au renforcement russe et presse les alliés d'accélérer une réaction stratégique. Pour sa part, la Finlande peut mobiliser 947 800 soldats pour le service en temps de guerre, soutenu par une réserve d'environ 900 000 citoyens. Comment ? C'est l'un des rares pays où le service militaire est obligatoire pour tous les hommes et où les réservistes restent dans l'armée toute leur vie professionnelle. La Finlande s'est également engagée à augmenter ses dépenses de défense à 3% du PIB d'ici 2029 contre 2,3% actuellement. C'est un investissement important pour un pays qui a déjà une influence militaire bien supérieure à sa taille. Et la Finlande fait également des réserves d'équipement. En mai 2024, la Finlande a décidé d'acheter des missiles de croisière JASSM-ER, qui sont des armes air-sol à longue portée. Avec sa future flotte de F-35, la Finlande pourra frapper des sites sensibles en profondeur en Russie, en Carélie comme sur la péninsule de Kola. Tout cela montre que la Finlande a bâti sa doctrine de défense territoriale depuis des décennies, sur l'hypothèse d'une menace réelle. Le temps sera mauvais, et chaque citoyen doit comprendre les enjeux. L'armée finlandaise est déjà entrée en guerre contre la Russie, perdant environ 10% de son territoire. Elle ne veut pas que cela se reproduise. Puis, début mars 2026, la Finlande a confirmé son intention de lever son interdiction de longue date d'accueillir des armes nucléaires pour le flanc est de l'OTAN. Bien qu'aucune date ne soit confirmée pour le stationnement d'armes nucléaires dans le pays, la simple possibilité d'un arsenal nucléaire à environ 160 km de la frontière russe devrait inquiéter la Russie. Et c'est le cas. Quelques jours seulement après l'accord sur les armes nucléaires, le Kremlin a déclaré que cette décision serait une erreur monumentale et a tenté d'influencer la prise de décision interne de l'OTAN en utilisant les mêmes arguments de menace qu'il utilise depuis février 2022. Mais la réalité inconfortable, c'est qu'à chaque fois que la Russie positionne des forces près de la Finlande, elle place involontairement davantage de moyens russes à portée de frappe des armes finlandaises. Construire des infrastructures fixes en Carélie, c'est surtout donner à la Finlande des points prévisibles à surveiller, répertoriés et ciblés. Chaque nouveau dépôt,
Parc de véhicules ou bloc de caserne peut être constamment suivi par les renseignements finlandais et de l'OTAN. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les mouvements illogiques de la Russie finissent toujours par avoir un sens politique au sein du Kremlin. Lorsque la Finlande a rejoint l'OTAN en avril 2023, elle a posé à Moscou un sérieux problème intérieur. L'expansion de l'OTAN aux frontières russes a franchi la ligne que Poutine a tracée pour justifier la guerre en Ukraine. Alors la Russie a fait ce qu'elle a toujours fait lorsqu'elle se sentait acculée. Elle a adopté une posture de force et s'est militarisée dans le but d'influencer l'opinion publique afin qu'elle s'aligne sur des valeurs déjà existantes. Les responsables russes en Carélie avaient qualifié le renforcement de la garnison de tâches responsables et promis l'arrivée des familles des troupes, ainsi que le développement économique et des services dans la région. C'est le discours classique des villes de garnison. Nous militarisons votre région pour votre propre bien. La clinique offrira des soins de santé médiocres, mais elle existera. Le timing compte aussi ici. Petrozavodsk illustre le type d'investissement dans les infrastructures qu'on réalise en pensant que la guerre en Ukraine durera. Et vous voudrez disposer d'options stratégiques pour la période 2027-2030 qui correspondent à une évaluation européenne plus large, selon laquelle la Russie tentera de se régénérer et de réaffirmer sa pression après l'Ukraine. La nouvelle cible ne sera peut-être pas nécessairement la Finlande, mais plutôt les points faibles géographiques de l'Alliance, comme le corridor de Suwałki ou les accès à la Baltique. Mais cela offre encore plus d'opportunités à la Russie de commettre de graves erreurs à long terme. Si elle disperse trop ses ressources actuelles, cela pourrait donner à l'Ukraine plus de marge de manœuvre pour poursuivre sa contre-offensive. Si cela se produit, la Russie échouerait sur les deux fronts. Et si la guerre en Ukraine ne se termine pas favorablement, Poutine perdra sa légitimité. Si Poutine n'envoie pas un signal clair à la population russe indiquant qu'il répond à la menace supposée de l'OTAN, ce qui était son mode opératoire depuis des décennies, alors sa machine de propagande se désagrège lentement et il est humilié. Ce serait l'échec des nouveaux renforts russes. Pourquoi faire pression sur une alliance non en guerre avec vous, alors que vous perdez déjà lourdement dans un conflit que vous avez déclenché? À ce stade, il n'est même pas certain que Poutine lui-même connaisse la réponse. Maintenant, si vous voulez voir comment le flanc nord de l'OTAN se prépare précisément pour le long terme, regardez cette vidéo. Ou si vous voulez rester informé des dernières nouvelles sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.